Et là, par contre, on va passer aux 2 morceaux les plus intéressants politiquement, où il y a le plus à en dire. Donc déjà, on va parler d'Afrique 50. Film court-métrage, dispo sur YouTube, qui dure 17 minutes. Exceptionnel, de René Vauthier. Et en fait, dans l'histoire du cinéma, c'est le premier film français anticolonialiste. Il sort en 1950. Là, je vais beaucoup lire mes notes, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur le contexte du film avant d'en parler sur le film lui-même. René Vauthier, c'est un mec qui, à l'époque, a 21 ans. C'était un résistant pendant la guerre, c'est un communiste, c'est un antifa. Et il se fait commander un film par la Ligue française de l'enseignement. C'est une asso, en gros, on vante les bienfaits de l'enseignement et de l'éducation, quoi. Et il lui commande un film pour qu'il aille du coup en Afrique subsaharienne pour qu'il vante à quel point la colonisation fait du bien au pays d'Afrique, quoi. Et donc il y va, à peine 21 ans, il devait y aller pour 2 mois et repartir. Au final il est resté 1 an, c'est pas passé du tout comme prévu. Bon, en gros le film c'est cette forme. Donc le film il commence de manière limite enfantine, où en fait tu vois il y a une petite musique, regardez. Voilà, une voix off qui parle. Et au début, bon, il y a quand même ce truc très sarcastique où on voit à quel point c'est la misère et tout, mais c'est un truc un petit peu enfantin, on filme le quotidien des femmes et des enfants surtout, même si c'est critique, c'est ok quoi. Et puis plus le temps passe, plus ça devient radical et militant. Il y a une transition vers le travail à un moment donné, parce qu'en gros il parle du quotidien et la transition se produit à peu près vers là où il dit « Et dans sa maison en pierre bien confortable, l'administrateur fait la sieste », je crois que c'est là. Donc c'est en 3 étapes on va dire. Deuxième étape, il va parler du travail des Africains, et donc là il parle concrètement, économiquement, ce qui se passe, comment les Africains sont exploités. Et c'est grave intéressant, t'as des citations, t'as un moment il dit en Afrique on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables, on envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de main d'œuvre. Donc en fait c'est déconstruire ce mythe, parce qu'à l'époque il y a encore des fachos qui pensent ça, mais à l'époque dans les années 50 on croit vraiment que la France fait du bien en Afrique et leur ramène les autoroutes, les hôpitaux et tout. Et en fait non, il est en mode non, tout le progrès qui est amené par les colons il ne sert qu'aux colons. Et je vais vous montrer un petit extrait en vrai. Et ce village a encore de la chance dans sa misère, il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 h du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme. Bon, je vais pas tout vous montrer, le temps il est assez rapide, je vous conseille de le regarder, mais c'est vraiment un film exceptionnel, donc très militant dans le ton, comme vous le voyez. En plus, on dirait la voix de Jean-Pierre Léaud, donc ça me donne encore plus, ça me fait encore plus de puissance à ce qu'il dit, je trouve. Mais ouais, du coup, il arrive sur place et il se rend compte de toute la misère qu'il y a, qui est causée par la colonisation. Et du coup, là, voilà, on parle dans un premier temps du travail, comme je l'ai dit, du coup, les grosses compagnies coloniales. En gros, là où le progrès pourrait servir aux Noirs, il n'est pas utilisé par la France. Donc, il y a encore une citation qui est grave intéressante, qui dit, je cite, du coup, « Perfectionner l'équipement, à quoi bon ? Une machine ferait le travail de 20 Noirs, bien sûr, mais 20 Noirs à 50 francs par jour reviennent moins cher qu'une machine, alors usons le noir. » Et du coup, voilà, c'est vraiment ce truc très cynique qui évidemment ne cautionne pas, hein. C'est un militant de fou ce mec, hein. Ce qu'il a fait par la suite c'est absolument dingue, de montrer vraiment au grand public, malheureusement ça n'a pas été forcément possible, hein, vu la censure qu'a eu le film après, montrer ouais non en fait vous pensez que la colonisation ça apporte du bienfait en Afrique, je vais vous montrer que non. Et du coup déjà par le travail, par tout le fait que les Africains sont exploités, et après la violence vraiment frontale, parce que c'est déjà une violence le travail et l'exploitation évidemment, mais là la violence vraiment on tue des gens. Et du coup l'extrait que je viens de vous montrer, où du coup il y avait un impôt qui était exigé à tous les chefs de village en Afrique, et ben quand il n'était pas fait, et ben on brûlait le village, on tuait les gens, qu'ils soient enfants, qu'ils soient enceintes, qu'ils soient femmes, on s'en fout, on va tuer tout le monde. Et c'est important de le montrer. Et du coup, il l'a montré dans les années 50, ça a été le premier film anticolonialiste en France, quoi. Donc c'est assez dingue. Et puis après, du coup, il y a une troisième étape où en gros, il parle du coup de la résistance qui commence à naître. Que en fait, il y a quelque chose qui commence à se créer. Il y a un esprit de conscience. Le peuple d'Afrique en train de se lever. Il dit de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey tout le temps. Et après, il remonte que malgré tout, toutes ces tentatives de résistance sont fortement réprimées par la France, par la violence, quoi. Et du coup, toujours remettre en perspective et remettre en contexte de ce que fait la France, à quel point ils sont horribles. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, il y a aussi, là où c'est un film militant, c'est que c'est aussi intéressant, ça tente de réhumaniser les Africains auprès d'un spectateur blanc colon en fait, et qui est sans doute raciste aussi, notamment par certains trucs où il va comparer les martyrs africains qui sont tués par la France à des résistants français. Et du coup totalement logique, mais totalement irrévérencieux à l'époque, je pense. Et du coup, ce qui se passe après le film, enfin pendant le film et après le film, je vais vous raconter, c'est que du coup, donc, il arrive en Afrique avec des bonnes intentions. Il comprend au final très très vite que ce qu'on lui a dit sur la colonisation c'est totalement faux. Il est choqué de ce qui se passe, choqué de la misère et choqué du fait qu'il y ait une ségrégation, que ça profite qu'aux blancs, etc.
Et du coup, au bout de 10 jours de tournage, lui, il se met à filmer que des trucs un peu vénères pour dénoncer, quoi. Le gouverneur français de la colonie, il l'appelle, il lui dit qu'il filme pas ce qui devait être filmé, ils se disputent et il lui met une gifle, René Vauthier, donc le GOAT. Ensuite, ils lui font venir un gendarme. Le gendarme, il lui lit un règlement colonial sur, en gros, les prises de vue cinématographiques en Afrique doivent suivre certaines règles et vous ne les respectez pas. Du coup, il refuse de se plier au règlement, il l'expulse de Bamako. Il est un peu enfermé dans un hôtel parce qu'en attendant d'être détenu quelque part. Il s'enfuit par la fenêtre avec son ami géographe. Il prend une caméra, il prend des bobines et il marche plus de 1000 km de Bamako à Abidjan. Enfin, ils ont pas que marché, je crois, ils ont pris aussi des pirogues, des chevaux et ils filment tout ce qu'ils voient. Donc, c'est-à-dire en fait toutes les traces de la répression coloniale. Ce qui se passe encore plus tough du coup après, c'est qu'il va à Abidjan, du coup en Côte d'Ivoire. Il interviewe un dirigeant qui est anti-colonial, du coup un des chefs de la résistance là-bas. Et une fois après l'avoir interviewé en le filmant, il y a un commissaire de police qui tente de lui confisquer les bobines. Il lui pète le bras. René Vauthier pète le bras au keuf et s'enfuit avec les bobines. Donc c'est absolument fou. Et bref, du coup, après, il se casse. Et à son retour en France, du coup, les négatifs ont été saisis par la police en mode c'est illégal ce que vous avez fait, vous n'avez pas respecté les règlements. Il réussit à envoler le quart des bobines et il monte du coup le film Afrique 50. Ça explique pourquoi il fait que 17 minutes du coup. Et du coup, après lui, il est condamné à 1 an de prison. Donc il a fait 1 an de prison, il est sorti en 52. Et la suite du film, en fait, c'est que le film a toujours été diffusé clandestinement. C'est-à-dire que même aujourd'hui en France, il n'est pas sorti au cinéma, il n'a pas obtenu de visa d'exploitation. Donc c'est absolument fou. Il était interdit au visionnage en France jusqu'en 1996. C'est absolument fou. Et je crois que si on veut parler chiffres, il a eu 13 inculpations, une condamnation à 1 an de prison, quoi. Ouais, le fait de pas montrer directement les colons, on les voit jamais. Il y a juste une évocation quand il parle du coup du chef qui est en train de faire la sieste aussi pour montrer que bah forcément on les voit pas parce que tu filmes des gens qui sont en train de travailler, donc forcément les colons ne travaillaient pas. Donc ouais, les institutions, ouais carrément. Donc rediriger la critique vers un truc structurel. Et ouais, mais en tout cas le film n'est pas seulement misérabiliste, n'est pas seulement dénonciateur en mode je suis le blanc, je vais sauver. Il montre que l'autodétermination est en train de commencer en fait. Les Africains sont déjà en train de se relever et ça a suivi du coup par toutes sortes de guerres évidemment, hein. Et du coup toutes sortes de guerres dont la guerre d'Algérie. Et très belle transition pour la bataille d'Alger, que je n'avais jamais vue. J'avais toujours vu des extraits, mais beaucoup. Et là, je l'ai enfin vu en entier d'une traite. Mais bref, du coup, la bataille d'Alger, pareil, il y a beaucoup de choses à en dire. C'est un film de Gillo Pontecorvo. Ça se passe en 57, l'histoire du coup. Donc c'est pendant la guerre d'Algérie. Et en gros, ça raconte la lutte qu'il y a eu, la bataille entre le FLN. Donc pour ceux qui ne savent pas, si on doit repartir des bases, c'est le Front de Libération Nationale algérien qui était pour l'indépendance algérienne face à l'armée française. Et du coup, le FLN a adopté à partir de 56, je crois, ou 57, la stratégie de faire des attentats pour choquer l'opinion publique dans le but vraiment de faire comprendre ce qui se passait en Algérie. Avec notamment, du coup, toutes les poseuses de bombes qu'on a. Enfin, c'est des méthodes qu'on connaît où en gros, ils faisaient passer. En gros, la ville d'Alger, sous son colonisation, c'était vraiment une ville totalement sous contrôle français, comme toute l'Algérie, quoi. Mais du coup, vraiment, il y avait des portails partout, un peu comme on peut voir en Palestine aujourd'hui, quoi. Il y avait des blocus partout, il y avait des trucs où on devait passer, on devait contrôler tout le temps. Et du coup, la technique pour faire passer des bombes, c'était de le faire passer par des meufs dans leur sac à main, quoi. Et la réponse de la France, qui était souvent des représailles assez aveugles aussi, hein. Je veux dire, c'était tout autant. C'est là tout le problème du contexte colonial, c'est que ça transforme à la fois le colon et colonisé en monstre. Et du coup, la France, elle a pas attendu la colonisation pour être un monstre. Mais bref, du coup, elle répondait aussi de manière assez horrible. Mais du coup, on va y venir. Pour parler vite fait de l'histoire, le film raconte en fait que la France a techniquement gagné militairement cette bataille-là. Pas la guerre d'Algérie, hein, mais la bataille d'Alger donc en 57, parce qu'elle a totalement quasiment éradiqué le FLN d'Alger. Mais ça a été une défaite politique complète. C'est-à-dire qu'en fait, à cause de ça, et à cause du fait que la France avait besoin de la torture pour faire taire le FLN, en fait, tout le monde l'a su en France. Enfin, l'opinion publique a vraiment été au courant de ça. Il y a plein de journalistes, plein de gens qui ont mis ça en avant, notamment Jean-Paul Sartre et tout. En fait, ça a été une grande défaite parce que ça a été le début en fait de la légitimation du fait que l'Algérie avait le droit à une autodétermination en fait. Du coup, c'est pour ça que c'est un pivot dans l'histoire ce moment-là et que le film est hyper important. Donc le film il montre beaucoup du coup ces scènes de torture là. Je le trouve quand même un peu édulcoré dans le sens où ce qui est montré c'est l'électrocution, c'est la baignoire, donc en gros c'est la torture par l'eau, c'est le fait de faire suffoquer les gens en leur montrant de l'eau dans la gueule et tout. Il y a aussi je crois la balançoire, c'était les gens qui étaient en gros suspendus par les pieds et on leur posait des questions, on les tabassait et tabassait. Mais sauf que dans la vraie vie la France a été beaucoup plus vénère. Ils ont brûlé des gens, il y avait le truc d'écraser les membres, il y avait le truc de faire des violences sexuelles soit sur les femmes ou aussi sur les hommes aussi pour les déviriliser parce qu'il y a ce mythe de l'homme arabe et de l'homme noir comme étant des êtres beaucoup plus virils que le blanc et c'était un truc qu'on retrouve encore aujourd'hui quand on voit que quand la police va contrôler des maghrébins ou des noirs va essayer de les déviriliser, la matraque dans le cul c'est un peu l'allégorie de ce truc là quoi et c'était déjà présent à l'époque. Il y avait aussi le fait de la guillotine, on le voit une fois mais on voit pas à quel point c'était systémique. Il y a aussi le truc beaucoup d'Algériens en fait étaient capturés par l'armée, emmenés dans des hélicoptères, on leur accrochait du ciment aux pieds et on les faisait tomber de l'hélicoptère dans la mer quoi. Enfin je sais pas le nombre de morts qu'il y a eu pendant la guerre d'Algérie à ce moment-là sur la torture et tout, mais je trouve que peut-être qu'il aurait dû plus ancrer là-dessus, mais malgré tout le passage qui parle de la torture est vraiment assez beau, il dénote un peu avec le récit du film. D'un coup il y a une musique et c'est filmé un peu documentaire pour ancrer ça dans le réel, mais ça montre pas à quel point la France a été horrible et a été même d'ailleurs je sais pas si c'est le droit international
mais en gros, il y a aussi un docu que je vous conseille, qui s'appelle Section 1 spéciale Algérie. En gros, c'est un documentaire qui dure à peine 50 minutes et qui montre en fait que la France, suite à des découvertes plus ou moins récentes, a utilisé des armes chimiques en Algérie. Et c'est un truc qui est complètement illégal, un truc que Israël fait aussi, donc il y a beaucoup de parallèles aussi d'affaires avec ce film, avec ce qui se passe en Palestine. Ouais, la production du film, en gros, elle s'est organisée, c'est que Yassef Saadi, du coup, qui était le chef du FLN, en gros, je grossis le trait, on va dire. Quand il était en prison par la France, il a écrit un livre qu'il a sorti qui s'appelle Mémoire de la guerre d'Algérie, un truc comme ça, quoi. Et il a voulu l'adapter en film. Et à la base, ce qui se passe, c'est qu'il contacte Visconti, qui était en mode néo-réalisme à l'époque, et ça a son importance. Il lui dit, voilà, je veux que vous fassiez le film et tout. Et au final, Visconti refuse, mais dit, mais attendez, je connais un réalisateur qui s'appelle Pontecorvo qui pourrait faire le film et qui pourrait être sympa. Et du coup, c'est comme ça que ça a été créé. Et Pontecorvo, lui, du coup, c'est un mec qui est un communiste aussi. Et du coup, il avait fait le film Capot sur les concentrations et qui, du coup, avait été grave critiqué par Jacques Rivette. C'est un truc assez intéressant et important à l'époque. C'est que Jacques Rivette avait vu Capot, le film de Pontecorvo à l'époque. Il avait fait un article dans les cahiers du cinéma qui s'appelait De l'abjection. Rivette avait été très, très, très vénère avec le film de Pontecorvo, du coup, en disant que c'était une honte, en fait, de faire ce qu'il avait fait. Parce qu'en fait, il y a une scène dans le film, du coup, je me suis renseigné, parce que j'avais pas vu encore le film. Mais en gros, à un moment, il y a une femme qui se suicide dans les concentrations et il y a un travelling sur elle. Il a dit qu'en gros le travelling c'était une honte, quoi. Ça a été intéressant parce qu'il a été grave il a changé d'approche en fait suite à cet article là, Pontecorvo. Il a pas fait comme dans Capot un truc un peu mélodramatique, il a fait un truc beaucoup plus d'approche documentaire. Et du coup le film sur la forme, filmé à l'épaule, noir et blanc, c'est pas qu'il ait pas travaillé, mais en tout cas il fait assez brut, assez réel, et des acteurs amateurs, parce qu'il y a que 2 acteurs professionnels dans le film. Non, il y a qu'un acteur en fait, c'est celui qui joue le commandant français, qui s'appelle Jean Martin, qui était aussi un grand soutien à la décolonisation de l'Algérie, parce qu'il avait signé une pétition en 1960. Et du coup Yassef Saadi qui joue son propre rôle, du coup le chef du FLN. Et tout le reste, notamment l'acteur principal qui joue le mec qui s'appelle Ali Lapointe, c'est un paysan qui a été trouvé dans la rue par Pontecorvo, quoi. Donc c'est assez fou. Donc en fait cette approche là documentaire, c'est une approche néo-réaliste au final un peu, parce que du coup moi je l'ai pas vu, mais on m'a dit que ça ressemblait beaucoup au film Rome ville ouverte de Rossellini. Grave intéressant, surtout de filmer sur le vif, filmer dans la rue avec des acteurs amateurs, un truc un peu documentaire. Déjà ça raccroche encore plus le truc au réel. Et d'ailleurs ça a créé de la confusion parce qu'en 1965, pendant le tournage du film, il y a eu un coup d'état en Algérie. C'est Ben Bella qui a été renversé par Boumedienne, c'est ça. Et du coup les Algériens, les Algérois du coup à Alger, il y a eu une confusion, ils étaient en mode est-ce que c'est dans le film ou pas, parce qu'en fait tout le film, toute la ville était remplie de chars, était remplie de soldats, de figurants. Et en fait du coup ça a un peu servi au coup d'état. Dans le film c'est super intéressant ce rapport à la ville, parce que bah du coup on voit que la ville est quadrillée par la France, que tout est contrôlé, tout est surveillé, ils sont filmés même à un moment donné, on voit qu'ils sont filmés en caméra cachée. Puis il y a des comment on appelle ça, des checkpoints, quoi, des sas de passage partout, ils doivent être contrôlés avant de passer d'une partie d'une ville à l'autre. Puis il y a une ségrégation. Donc ouais, tu vois la ville comme un espace colonial avec toujours ces sons ambiants, toujours les radios qui diffusent la propagande française, le contrôle des déplacements, et c'est super fort. Mais du coup, ouais, un film hyper important. Il a été aussi important pour des groupes politiques. C'est-à-dire qu'une fois que le film est sorti, du coup, pour revenir un peu sur la réception, il a eu le Lion d'Or à Venise, donc c'est un truc beaucoup plus... je veux dire, il a eu son visa, quoi. C'est pas comme Afrique 50, mais le visa en France, il l'a obtenu qu'en 70. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 ans avant qu'il puisse sortir en France, et en plus, c'est plus complexe. C'est que quand il sort en 70, chaque cinéma qui essaie de le diffuser, il y a des menaces de mort, il y a des alertes à la bombe par l'extrême droite, et du coup, bah, il a été retiré très vite. En 80 aussi, il y a eu des blessés quand il a été diffusé dans une salle. Enfin, bref, c'était une catastrophe. Et il est ressorti à la télévision qu'en 2004. C'est-à-dire que le film est sorti en 66. Il a dû attendre presque 40 ans pour que le grand public puisse vraiment le découvrir, quoi. Alors qu'à l'étranger, c'était différent. À l'étranger, il a été nommé 3 fois aux Oscars, et c'est devenu un peu un manuel, ce film. Genre, ça a été prouvé que les Black Panthers s'en sont inspirés pour essayer de construire leur parti comme le FLN. Donc en gros, le FLN c'était construit de façon en fait où chaque personne recrutait 2 membres, et en fait ça veut dire qu'à chaque fois, chaque membre ne connaissait que 3 personnes max. Ça fait que du coup c'est beaucoup plus dur quand tu tortures quelqu'un d'avoir des informations si eux ne les ont pas. Ça a aussi été utilisé par l'OLP, je crois, en Palestine, et aussi par IRA, l'armée de révolution irlandaise. Film vraiment vraiment important, et qui a aussi été utilisé par les rivaux. Et ça a été prouvé en gros en 2003, donc 2 ans après le 11 septembre, quand les États-Unis ont envahi l'Irak. Il y a eu une séance qui s'est tenue au Pentagone pour montrer le film, pour comprendre un peu les stratégies de guérilla déjà de la part des pays colonisés, même si bon, l'Irak c'était pas comme des pays du Sud, quoi. Et aussi le film servait un peu à montrer que la France s'est complètement trompée. Elle a utilisé la torture, elle aurait pas dû, parce que du coup ça a influencé l'opinion publique, et ça a fait que l'Algérie a pu être indépendante. Le truc qui est assez ironique, c'est qu'en Irak il y a eu, je vais pas pouvoir montrer d'image dans le stream malheureusement, mais en Irak il y a eu les scandales d'Abu Ghraib. Donc au final les États-Unis, fidèles à eux-mêmes, se sont bien résignés à utiliser la torture, et de manière beaucoup plus virulente, encore une fois. Film vraiment vraiment fou, qui est encore important aujourd'hui. Et du coup par rapport à ce qui se passe en Palestine, tout ce que j'ai dit peut s'appliquer, quoi, à la colonisation tout simplement, quoi. La ville comme état, comme un espace colonial, comme un espace de contrôle, la torture qui est utilisée sur les prisonniers palestiniens, enfin tout ça est encore une fois d'actualité, quoi. C'est horrible. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu ce mois-ci, hein. J'essaie d'en mater pas mal en novembre pour pouvoir faire un bon truc. De toute façon là je vais commencer mes rattrapages de ce que j'ai loupé dans l'année, mais le problème c'est que j'ai pas envie de faire trop de redites, donc je sais pas si les films que je vois de cette année, j'en parle en stream, quitte à en reparler en décembre. Bon, on verra.